Bonsoir tout le monde. Alors avant de commencer, on m'a chargé de vous dire qu'après la rencontre, Alice Zeniter se plierait à l'exercice des signatures de ses nombreux ouvrages. Ce sera une séance de dédicace organisée en collaboration avec la librairie Tulitu. Voilà, bonsoir Alice Zeniter. Bonsoir Myriam. On est très heureux de vous accueillir ce soir à Bruxelles. Vous êtes romancière, dramaturge, je lis parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Romancière, dramaturge, metteuse en scène, traductrice, scénariste, réalisatrice. Votre force de travail est tout à fait impressionnante. On en reparlera de ce cerveau herculéen et de tout ce qu'il permet. Vous avez 39 ans et vous avez déjà publié une douzaine de livres. Je n'ai pas retrouvé le chiffre exact, sans doute. Je ne le connais pas non plus parce qu'en fait, ça dépend. Les gens les classent parfois de manière différente. Donc, comme ils ne comptent pas le théâtre avec les romans, ou comme ils ne comptent pas Ouh Ah. Oh, vous êtes tous contents et contentes d'être venus. Je veux dire, ça va se reproduire probablement plusieurs fois pendant 1h30. Je ne sais pas si c'est moi qui ai touché quelque chose à ce micro. J'espère que non. Donc oui, les livres sont classés, toujours divisés, et donc je ne sais pas exactement non plus. Parfois, je compte sur mes doigts lentement, et je vais vous épargner ça. Mais je pense que vous n'avez pas assez de doigts. Ouais. Et vous n'avez certainement pas assez d'appui de fenêtre dans votre maison pour déposer tous les trophées que vos livres vous ont rapportés. Votre roman le plus lu s'appelle L'Art de perdre. C'est un récit articulé autour de 3 personnages, harkis et descendants de harkis, qui cherchent une place, et peut-être leur place. On en reparlera évidemment. Mais le point de départ de la conversation, c'est très perturbant, cette plante, parce que je vous vois à travers, donc je vais simplement la bouger avant d'aller plus loin. Voilà, petite plante. Mais le point de départ de la conversation de ce soir, ce sera votre dernier roman, Frapper l'épopée, qui est paru chez Flammarion il y a plus ou moins 1 an, et qui entretient une certaine filiation avec l'art de perdre, parce que là aussi, vous rendez visible, palpable et humain le fait colonial, avec des personnages qu'on suit dans leur intimité. Cette fois, l'histoire ne s'arrime pas en Algérie, mais sur un autre territoire annexé par la France, et que la France administre toujours, c'est la Nouvelle-Calédonie. Quand le livre est sorti, il y a 1 an, il a bénéficié, entre beaucoup de guillemets, du fait que la Nouvelle-Calédonie était dans l'actualité, puisqu'elle traversait une des crises les plus graves de son histoire récente, avec des soulèvements, des affrontements déclenchés par un projet de réforme électorale. En gros, vous m'arrêtez si je me trompe, parce que c'est une histoire qu'on connaît très mal en Belgique. Je sais qu'on la connaît très mal en France aussi, et on va l'aborder dans un instant. Mais des indépendantistes kanaks contre descendants de colons européens, c'est plus ou moins ça ou... Disons que l'affrontement, il est plutôt en termes de camps politiques qui sont assez largement divisés selon cette ligne-là, mais il peut très bien y avoir des exceptions, et donc c'est plutôt les loyalistes qui sont pour le fait que la Nouvelle-Calédonie reste dans l'État français, et même qui pour certains demandent à ce qu'elle soit rattachée de manière encore plus serrée, c'est-à-dire qu'elle soit départementalisée, et les indépendantistes qui voudraient donc que ça devienne un territoire indépendant, avec là aussi beaucoup de modalités possibles. Et la question du corps électoral, en fait, a été une question cruciale. La Nouvelle-Calédonie a traversé une décennie de guerre civile pendant les années 80, et ce qui a permis de mettre fin aux affrontements, ça a été des accords dans lesquels on délimitait un corps électoral, c'est-à-dire qu'on disait que toutes les personnes présentes sur l'archipel n'auraient pas un droit de vote, puisque c'est quelque chose qui avait été beaucoup manipulé par l'État français précédemment, c'est-à-dire quand l'État français voulait obtenir une réponse à une question posée, elle pouvait envoyer des contingents, c'est-à-dire demander à la Société du Nickel, par exemple, de faire venir tant de travailleurs, en sachant que ces gens-là allaient voter d'une certaine manière, et d'une certaine manière, ça veut dire d'une manière opposée à celle des Kanaks qui sont le peuple premier. Et du coup, si on disait non, en fait, les gens qui sont arrivés il y a 6 mois, ils n'ont pas le droit de voter, les gens qui sont arrivés il y a 2 ans, ils n'ont pas le droit de voter, on délimite un corps électoral qui dit qu'il faut être né ici ou avoir eu tel âge au moment de la signature des accords, etc. Là, on évite cette manœuvre, et on permet que en fait, les premiers concernés soient les consultés, et pas l'ensemble des citoyens français qui, la plupart du temps, n'en ont pas grand-chose à faire de la Nouvelle-Calédonie. Comme ça, un mardi matin, ils y pensent assez peu. Donc, ouais.
Et d'ailleurs, vous le dites, hein, votre personnage qui s'appelle Tass dans le livre le dit au début du livre, c'est un territoire que les Français connaissent très mal, qui confondent beaucoup avec Tahiti d'ailleurs, et les seules personnes qui arrivent plus ou moins à situer l'archipel sur une carte, ce sont les plongeurs. J'imagine que tout ce que vous venez de nous dérouler, ce sont des choses, c'est une connaissance fine que vous avez acquise au fur et à mesure de vos investigations pour écrire le livre, que ce n'était pas un territoire que vous connaissiez si bien que ça au départ. Qu'est-ce qui vous a donc donné l'envie de vous plonger dans cette histoire ? En fait, j'ai été invitée par le salon itinérant du livre océanien il y a des années. Et la première fois que je suis allée en Nouvelle-Calédonie, c'était pour aller dans ce salon et donc passer 2 semaines à faire des rencontres dans des médiathèques, dans des établissements scolaires. Et j'ai accepté parce que l'invitation était présentée très gentiment. Et que je me suis dit, tiens, on m'invite très gentiment à aller découvrir un bout du monde dont je ne connais rien. Et donc pourquoi pas ? Je suis partie vraiment avec beaucoup d'ignorance et aucune velléité d'écriture, mais il se trouve que quand je suis arrivée là-bas, je présentais l'art de perdre et j'ai rencontré. C'est vraiment embêtant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire différemment pour éviter ce bruit ou pas? Genre si je le tiens plus loin ou si. Ok. Parce que t'as le même, donc ouais, c'est pas... Ouais, il crache aussi. Ouais. Oui, il a l'air plus perfectionné, celui-là. Alors, le cœur plein d'espoir. Je vais donc continuer ma réponse. Et donc, sur le territoire, j'ai rencontré en fait à plusieurs reprises des gens qui venaient me voir et qui avaient lu L'Art de perdre et qui me disaient « Ah mais en fait, peut-être qu'on est cousins ». Et je ne comprenais pas pourquoi j'aurais eu des cousins à 18 000 km de chez moi. Et j'ai découvert une fois sur place l'histoire l'histoire de la diaspora algérienne calédonienne, qui est une diaspora de descendants de bagnards. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était un des aspects, comme vous l'avez dit. J'ai laissé tomber le masque du vous de façade sur la question du micro, mais je le reprends. Comme vous l'avez dit, en fait, c'est vrai que le fait colonial est quelque chose qui m'intéresse, à la fois dans mes pratiques de recherche, de lecture et d'écriture. Et il y a quelque chose de très particulier dans l'existence de la colonisation pénitentiaire. C'est pas exactement la même chose qu'une colonie de peuplement, c'est pas la même chose qu'une colonie qui a pour but l'exploitation de certaines ressources. Et donc la Nouvelle-Calédonie a ce double côté, c'est-à-dire que comme l'Algérie, ça a été une colonie de peuplement, mais c'est en plus une colonie pénitentiaire, c'est-à-dire que la France a pris possession d'un territoire et elle a décidé d'en faire un bagne. Et tout ce qu'elle a construit autour de la colonisation de ce territoire pendant des décennies, ça a été de la pénitentiaire. Et la minuscule société pénitentiaire, ou l'énorme société, ça dépend à quelle échelle vous vous placez, mais qui s'organise donc avec les matons, les directeurs, les surveillants canaques, embauchés ou enrôlés de force, les prisonniers qui sortent mais qui sont encore sous contrôle, les prisonniers qui sont sortis et qui sont plus sous contrôle, donc je ne devrais même plus appeler prisonniers, mais qui deviennent jamais tout à fait des libres, etc. Toute cette société pénitentiaire, en fait, elle infuse encore aujourd'hui ce qu'est la société calédonienne. Et donc c'est un sujet à la fois historique et présent, et qui parle de l'absurdité du fait colonial. Puisque si on suit la diaspora algérienne, on parle de populations qui ont été déplacées après la colonisation, mais parfois pour s'être révoltés contre la colonisation de l'Algérie dans la deuxième moitié du 19e siècle, et qui ont été, donc ces populations ont été amenées et enfermées au bout du monde, et quand elles sont sorties, on leur a dit « Écoutez les gars, vous êtes plus blancs que les Kanaks, on va donc faire semblant que vous êtes des blancs ».
chez vous, vous êtes des indigènes et vous êtes donc des êtres inférieurs aux Français, mais comme là, on a vraiment besoin d'essayer de blanchir la population dans notre entreprise de colonisation, de peuplement, on va vous faire basculer de côté dans la hiérarchie des races. Et c'est un phénomène qui est atrocement fascinant de voir que c'est possible et de voir que ça a marché. Dans la nouvelle hiérarchisation que ça a créée, en fait, ceux qu'on a appelés les Arabes de Calédoune ont pris cette nouvelle place qui leur était laissée. Et est-ce que c'est ça, c'est ce morceau d'histoire arabe qui vous a quelque part débloqué l'autorisation d'écrire sur ce territoire? Ou bien vous n'avez pas besoin d'autorisation pour écrire sur un territoire? J'ai pas besoin d'autorisation pour écrire sur un territoire. Je crois même que je serais gênée d'avoir une autorisation officielle. Je parlais pas d'autorisation officielle. Alors, oui, mais c'est parce qu'en fait la question elle s'est posée pour la Kanaki Nouvelle-Calédonie, puisque quand je dis Nouvelle-Calédonie, généralement c'est pour désigner la construction qu'a été la colonie française sur cet archipel, et Kanaki Nouvelle-Calédonie pour indiquer qu'à côté de cette construction, il existe une société plus ancienne qui est celle des Kanaks et qui demande majoritairement aujourd'hui de son indépendance. Et donc en Kanaki Nouvelle-Calédonie, le fait de prendre la parole pour quelqu'un ou pour raconter quelqu'un, c'est pas quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui est une chose légère. Le rapport des Kanaks à la parole, c'est pas le mien, c'est pas celui de la romancière occidentale que je suis. Et dans les choses qui structurent la société kanak, il y a ce qu'on appelle la coutume, qui est un rituel dans lequel, qui se passe à différents moments cruciaux de la vie, qui se passe aussi chaque fois en fait, qu'on pénètre sur le territoire d'un clan. Et si j'avais fait les choses de manière officielle, je pense que j'aurais dû aller demander l'autorisation des clans pour les raconter, et j'aurais dû faire la coutume pour me présenter et demander cette autorisation. Et en fait, c'est quelque chose qui me gênait beaucoup dans la manière dont moi je travaille la fiction après, parce que je me disais que si je demandais l'autorisation, j'étais coincée dans la réalité de leur histoire. J'avais plus le droit d'y toucher, j'avais plus le droit de la déformer. On m'avait donné une autorisation spécifique sur une histoire déjà complètement formée, et donc j'ai préféré inventer, en fait, pour ce qui est des personnages kanak dans le livre, inventer complètement un groupe qui s'apparente pas à un clan réel et historique présent sur l'archipel, et me donner à moi-même l'autorisation de les raconter, puisque ce sont des êtres de fiction. Mais est-ce qu'il trottait quelque part dans un coin de votre tête pendant que vous écriviez l'éventualité qu'un jour ça vous soit peut-être reproché d'avoir parlé de ça et d'avoir proposé des personnages à travers lesquels vous racontiez une histoire, même si vous êtes, et vous le dites souvent, le produit d'une histoire coloniale, c'est pas tout à fait celle-là. Et puis c'est un débat, et je vous l'apprends certainement pas, qui traverse les lettres, peu les lettres françaises, mais les lettres mondiales sur l'appropriation culturelle, qui peut être décrite comme une manière que certains ont un peu désinvolte d'aller se servir en fait dans les mythes, dans les folklores de peuples et de groupes dominés pour en faire des éléments décoratifs, on va dire, mais par glissement. L'appropriation culturelle est parfois considérée simplement certains tags d'appropriation culturelle des auteurs et des autrices qui parlent de choses qu'ils n'ont pas vécues profondément dans leur chair. Est-ce que c'est quelque chose qui vous traversait au moment où vous écriviez le livre ? Forcément. Et je pense pas qu'il y ait de réponse parfaite aux questions que je me suis posées et que vous venez de poser aussi, dans le sens où oui, c'est vrai, en fait, je suis pas kanak. Du coup, c'est même pas uniquement une question de droit à raconter cette histoire-là pour les autres, c'est aussi le fait que en fait, j'ai pas grandi en ayant le même rapport au monde, la même grille de lecture,
du monde qu'une partie de la population kanak. J'ai pas les mêmes expériences sensibles, j'ai pas les mêmes expériences politiques. Oui, ne serait-ce que les hémisphères sont inversés, mais le rapport kanak, comme je l'ai dit, à la parole, il est pas le mien. Le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à l'appartenance au clan, à l'individu versus le collectif, à la transmission, au cycle, etc., aux croyances aussi, beaucoup. C'est pas du tout les choses dans lesquelles j'ai grandi. Donc se pose la question de est-ce que je vais être capable, en fait, avant la question du droit, se pose la question de est-ce que je vais être capable, en tant que romancière, de former des personnages et de les habiter aussi pleinement que des personnages en fait, pour lesquels j'ai moins de questions à me poser. Quand je crée le personnage de Naïma dans L'Art de perdre, tout à coup je me dis pas mais qu'est-ce que ça veut dire pour elle demain ? Il y a des choses qui sont des bases communes, alors que quand je crée le trio d'activistes de Frapper l'épopée, je me pose ces questions-là. Et après arrive une autre question qui est, est-ce que de toute façon j'ai le choix ? C'est-à-dire si je décide de raconter l'histoire par laquelle moi j'entre dans l'histoire de cet archipel et qui est celle des bagnards algériens, mais si je décide de raconter cette histoire en ne faisant pas apparaître les Kanaks, je suis en train de répéter une entreprise d'invisibilisation qui a été celle de la colonisation française, qui, partout où elle est allée, a gommé les populations locales. Et si je me dis, parce que pendant un temps, je me suis dit que j'allais faire ça, c'est-à-dire j'allais pas essayer de créer une intériorité, une psyché aux personnages Kanaks, parce que c'était prendre trop de risques de les occidentaliser. Mais là, c'est pareil, en fait, ça s'inscrit dans une autre histoire qui est très longue, qui est celle de ne pas croire qu'ils sont humains à égalité, de ne pas croire qu'ils pensent, de ne pas croire qu'ils sentent, de me dire, bien sûr que c'est pas ce que je veux faire, mais ça va faire écho à cette chose-là, ça va faire écho à tous les textes que je lis qui disent que, en fait, les Kanaks ont l'intelligence des enfants de 4 ans, qu'il ne faut pas chercher plus loin, que si on leur donne un jouet, ils jouent, si on leur prend le jouet, ils pleurent, et qui sont exactement en fait les mêmes textes que j'ai lus sur l'Algérie pendant que j'étais en train d'écrire L'Art de perdre. Et jamais j'aurais pensé une seconde au fait d'écrire L'Art de perdre sans faire apparaître les populations indigènes. Enfin, c'était même le contraire du truc. Donc évidemment, au bout d'un moment, évidemment, je vais créer des personnages Kanaks. Et la question est juste à quel point je peux bosser pour essayer de faire en sorte qu'il soit crédible, qu'il soit solide, qu'il soit que ce soit pas juste une usurpation. D'ailleurs, à la fin du livre, vous citez une grande litanie d'auteurs, d'autrices, de chercheurs, de chercheuses que certains pourraient, avec un peu d'ironie, qualifier de sensitivity reader, mais en fait, c'est le cas. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément relu le texte, mais qui vous aident à rendre le texte plus juste et à affirmer votre point de vue au sein du texte. Aussi, en fait, une des choses que j'ai découvert en travaillant en amont et en bibliographie et après sur place, c'est que beaucoup en fait, des chercheurs et des chercheuses que je cite, ce sont des Français blancs. Et ça c'est pareil, je me suis dit, quelqu'un en regardant la bibliographie pourrait se dire, ah mais pourquoi ne pas donner plus de place à des personnes Kanaks? Il y en a évidemment, mais en fait une des raisons pour lesquelles je suis obligée de passer par ces chercheurs et chercheuses blancs, c'est qu'en fait eux savent ce que c'est d'aborder la culture kanak en étranger, de pas avoir les bases, de devoir apprendre les bases, de comprendre ces bases, de pouvoir avancer, etc. Alors que quand je pose des questions à mes copains kanak, en fait, ils ne voient pas où est le problème. Enfin, le fait de s'étrangéiser à sa propre culture pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui n'y comprend rien, c'est un geste assez complexe. Et donc ces chercheuses et ces chercheurs, ces anthropologues, beaucoup, avaient fait en fait ce travail en arrivant du même point que moi, c'est-à-dire en arrivant en étrangère et en essayant de comprendre. Et donc c'était
C'était hyper important, mais je voulais aussi rebondir en fait sur la question de est-ce que je me suis dit à un moment que oui, on pouvait me reprocher en fait d'avoir fait ça. Oui, et je suis retournée en Kanak, Nouvelle-Calédonie au mois de mars dernier pour présenter le livre, et en fait, en y allant, je me disais si je me fais attraper la veste, c'est normal. Et en fait, les gens ont le droit d'expliquer, enfin d'avoir un problème avec ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est pas du tout les Kanaks que j'ai rencontrés à ces occasions qui avaient un problème avec ça. Le problème, c'était les blancs loyalistes qui considéraient que j'avais écrit un livre de traître à ma race, qui faisaient tourner des rumeurs comme quoi j'avais été payée par Mediapart pour influencer la négociation des accords, et en fait comme j'arrivais juste après que Manuel Valls soit parti, enfin il y avait tout un truc voilà, où il se disait que j'étais une sorte d'agent, d'agent des indépendantistes, et donc c'est dans le Nouméa blanc que tout à coup je croisais des gens qui faisaient semblant de plus me reconnaître, alors que j'avais passé 2 mois et demi avec eux 2 ans avant pendant que j'écrivais le livre, mais qui ne voulaient plus m'adresser la parole parce qu'ils considéraient que le livre était anti-blanc. Ah oui, ok. Ouais, bon. Alors, il y a pas mal de trucs, enfin en tout cas de techniques pour que vous trouviez, enfin qu'on voit que vous mettez en place pour que votre voix soit la plus juste possible. C'est que vous vous signalez dans le texte. Et vous l'avez tout petit peu fait dans L'Art de perdre aussi. Tout à coup, il y a un jeu qui apparaît. L'Art de perdre, c'est vraiment beaucoup plus subliminal, ce jeu. Mais ici, il y a carrément des moments dans le livre où vous extrayez du cours naturel du récit pour vous dire qui vous êtes et ce que vous travaillez, ce que vous êtes en train de faire. Ouais, je pense que c'est... Bon, d'abord, stylistiquement, c'est un procédé que j'aime beaucoup, qui s'appelle la métalepse, et dont je parle dans Je suis une fille sans histoire et dans Toute une moitié du monde, donc qui sont mes ouvrages plus théoriques. Et la métalepse, c'est quand il y a il y a un bond entre 2 niveaux de la fiction qui devraient pas normalement pouvoir communiquer. C'est-à-dire que l'auteur ou l'autrice se situe à un point de la fiction, et la fiction, elle se situe ailleurs, et le lecteur ou la lectrice se situe encore ailleurs. Normalement, il n'y a pas de communication directe. Mais si l'auteur ou l'autrice intervient dans la fiction, ou si tout à coup on imagine que le lecteur tombe dans le livre, comme c'est le cas dans L'Histoire sans fin, ou dans beaucoup d'ailleurs d'histoires pour enfants, beaucoup moins chez les adultes, il y a une sorte de déchirure des frontières qui, moi, m'a toujours paru être extrêmement jubilatoire, et avoir en plus l'avantage, tout en étant un tour de magie, voilà, regardez, tout à coup il y a un lapin, il devrait absolument pas être dans ce chapeau, mais voilà, il y a l'auteur. Oui, c'est pour ça que je parle de trucs. A un avantage quand se pose la question de d'où on parle, et quel est le point de vue situé, et je sais qu'en fait dans L'Art de perdre, c'était important pour moi d'apparaître comme ça par petites touches, parce qu'en fait, pour le lectorat, l'histoire et la transmission entre les 3 générations, elle se faisait de manière assez fluide. Alors qu'en fait, ce que ça racontait sur les 3 générations, c'était qu'il y avait eu plein de trous. Et donc je voulais d'une certaine manière rappeler que la chose qui vous permettait, quand vous lisiez le livre, de passer d'une génération à l'autre en ayant toutes les informations et en n'ayant rien perdu, c'est que c'était une construction de romancière. Et que c'était pas du tout parce que dans les familles, on avait transmis les mémoires, les langues, non, et en fait, le fait de pouvoir dire il y a plein de trous et il y a plein de silences, et en même temps de tout raconter, c'est parce que il y a une narration omnisciente que je suis en train de tenir en maîtresse des marionnettes. Et donc je voulais que ça apparaisse, et dans Frapper l'épopée, il y a quelque chose qui se passe d'encore plus flagrant, enfin d'un moment où la fiction, je l'interromps, je l'ouvre pour expliquer un peu ce que je vous ai raconté aussi, c'est-à-dire pourquoi moi je suis arrivée à raconter cette histoire, pourquoi
pourquoi j'arrive pas à m'en défaire, pourquoi, alors que j'avais juré après l'art de perdre que plus jamais j'écrirais des histoires algériennes, parce qu'après tout le monde voulait que ça et personne me laissait écrire autre chose et que j'avais mis des années à m'en échapper et que c'était pas pour retomber dedans et pif, évidemment je retombe dedans. Et donc je voulais et parler de ce sentiment un peu étrange qui est sentir que quelque chose est à la fois pas mon histoire et pas mon histoire. C'est-à-dire me sentir attachée par ce fait colonial, par ces migrations forcées, par un territoire qui est à 18 000 km où je n'ai pas d'ancêtre, mais où en fait j'aurais pu avoir un arrière-grand-père. Et dire ma stupéfaction, parce qu'elle était réelle, de découvrir que ça suffit à provoquer une sorte de sentiment d'appartenance. Cette possibilité qu'à un moment donné, une branche de ma famille se soit retrouvée là-bas. Et maintenant, Frapper l'épopée, ça parle de quoi? Parce qu'on n'en a pas encore vraiment parlé. C'est donc l'histoire de Tass, qui devient prof de français à Nouméa après un début de carrière décevant au journalisme en France métropolitaine. Après une rupture amoureuse douloureuse, elle revient sur le Caillou, dont son père est originaire, et dans sa classe, elle fait la connaissance d'une paire de jumeaux qui la fascinent, et des jumeaux qui disparaissent. Et parallèlement à sa trajectoire, on suit celle de 3 personnages qui se désignent par des surnoms: un ruisseau, Nep et Fiderer. Je ne sais pas si ça se prononce, comment ça se prononce à l'oral, F-I-D-R. En fait, ma politique, c'est un peu de dire que chacune le prononce selon son goût. Moi, je dis Fidre, ouais. mais quand les gens me disent Fider, je ne les corrige pas. En fait, je l'ai inventé à l'écrit, pas du tout à l'oral. Et oui, parce qu'en plus, c'est une contraction qui veut dire autre chose. C'est une contraction de fille de la réussite. Ouais, et Nep, c'est n'épousera pas un pauvre. Voilà. Et ces 3 personnages ont mis au point. Donc, Myriam a dit que c'était un surnom. En réalité, c'est la contraction d'un nom kanak réel, qui est le nom d'une de mes amies. Et j'aime tellement le fait qu'on l'ait nommée comme ça pour la protéger contre des futurs courtisans pauvres, que je lui ai demandé l'autorisation d'utiliser son nom. Et donc, voilà, n'épousera pas un pauvre. Et donc ces 3 personnages ont mis au point une technique absolument géniale d'intimidation politique de ceux qu'ils désignent comme les oppresseurs. Enfin, c'est vous qui l'avez inventé, cette technique. Moi, je trouve qu'il y a de quoi s'inspirer dans absolument toutes les luttes sociales et politiques ici et ailleurs. C'est l'empathie violente. Alors, je voudrais bien un tout petit mot d'explication, et puis que vous nous lisiez un petit passage qui déplie un peu comment ça se passe en vrai, l'empathie violente. En fait, l'idée à la base de l'empathie violente, elle est simple, et c'est pas moi qui l'ai inventée. J'ai inventé les actions ensuite, et le terme d'empathie violente. Oui, c'est ça. Quand on tape empathie violente, c'est Alizé Zenito qui sort. Mais c'est l'idée qu'en fait, un rapport chiffré, une étude, quand bien même elle serait répétée encore et encore, ne va pas suffire pour faire réaliser au dominant la réalité de sa domination ou les effets de sa domination. Pour des tas de raisons, notamment le fait que il y a des biais cognitifs qui font qu'on n'a pas hyper envie de penser au coût de nos privilèges pour les autres. Et donc là, le trio en question se dit il faut réussir à faire éprouver de manière réelle, de manière sensible, sensorielle, ce qu'est la dépossession, ce qu'est la réappropriation de ces biens par un autre, et donc ils élaborent, et en n'atteignant pas en fait un stade de violence qui permette de rejeter l'expérience. Parce que si c'est vraiment du vol ou si c'est vraiment de la violence physique, en fait ils savent très bien que ça va se retourner contre eux aussi. Ce sera à nouveau ces Kanaks qui sont des sauvages, etc., ou qui sont des voleurs. Et donc il faut trouver quelque chose qui soit suffisamment ténu pour que ce soit acceptable comme expérience. C'est de l'ordre du malaise, mais très poisseux, ce malaise. Exactement. Je ne sais pas si vous avez encore le petit papier que je vous ai donné tout à l'heure. Dans mon sac. Mais sinon, c'est ici, mais c'est juste écrit très petit, il faut avoir les bons yeux. Ce petit extrait-là qui montre comment certains personnages du livre mettent ça en pratique, l'empathie violente. Il y en a une, par exemple, dans un spa à Nouméa, qui a trouvé ce geste formidable, so strong. Elle enfile les chaussures de ses clients et clientes pendant les massages. Ce qui fait que la personne massée, toute plaquée sur la table rembourrée, le visage prisonnier de la tétière qui limite son champ de vision, voit apparaître sous ses yeux les sandales ou tennis qu'il ou elle croyait bien à l'abri dans le vestiaire.
Et bien sûr, la lumière tamisée et lavande, ainsi que le léger endormissement concomitant au massage, brouillent la perception, empêchent la certitude. Est-ce que cette personne porte réellement mes chaussures? Elle me les a volées? Est-ce que je dois poser la question? Et comment la formuler si je la pose? Est-ce qu'elle pourrait ne pas avoir compris que ces chaussures étaient les miennes? Est-ce que poser la question va pousser la masseuse à rendre les chaussures ou risque au contraire de la braquer? Se poser ces questions, dit un ruisseau, c'est déjà approcher de l'expérience de dépossession que nous avons connue. Et à la fin du massage, bien sûr, les chaussures sont rendues, ne laissant que l'arrière-goût inquiétant de l'expérience. Il y en a encore quelques-uns qui sont détaillés dans le livre, comme faire des achats insensés avec la carte de crédit de quelqu'un, difficile à justifier, même quand on fait opposition à la carte. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit qu'ils allaient ou qu'ils avaient appliqué des techniques d'empathie violente par rapport aux luttes sociales qui les concernaient? Est-ce que ça a inspiré des gens? Est-ce que vous avez créé un mouvement politique? J'espère que oui, j'espère que la réponse sera oui. Non, il y a un gros débat autour de la possibilité d'une des actions qui concerne la statue de la poignée de main sur la place des Cocotiers. Donc je veux pas trop en dire pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le roman et pour celles et ceux qui pourraient tenter de faire cette action. Mais une des cibles du trio, c'est une statue en fait représentant la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou, qui a été donc le leader indépendantiste kanak dans les années 80, et Jacques Lafleur, qui était le leader loyaliste. Et ce sont eux qui ont signé les accords de Matignon à la fin des années 80. Et cette statue a un petit problème dans sa représentation, comme elle est réaliste dans les tailles de départ, c'est une statue dans laquelle Jacques Lafleur est plus grand que Jean-Marie Tjibaou, ce qui peut poser problème puisque c'est quand même pas des hommes politiques de la même ampleur et que Jean-Marie Tjibaou a été notre Nelson Mandela, même si c'est pas suffisamment connu. Et par ailleurs, c'est lui aussi qui est à la base du trio, parce que justement en fait quand moi j'ai commencé à me documenter sur lui, j'ai commencé à me documenter avec un respect un peu figé, quoi, un peu poussiéreux, le respect qu'on a pour les icônes et ce truc de me dire voilà, c'était le Nelson Mandela du Pacifique, c'était ça a été un homme incroyable, capable des plus grands gestes dans des périodes de tension, etc. Et en fait, j'ai découvert aussi juste un petit mec qui faisait des blagues tout le temps. Et c'est une dimension qui, je trouve, est pas assez souvent rattachée à la politique. Le fait qu'il y a une joie en fait chez Tjibaou quand il parle, et même quand il parle en fait des actions des Kanaks contre les Blancs, en fait, quand il dit mais les Kanaks vont continuer à vous emmerder éternellement, et il se marre en fait, on entend le rire dans la voix, et je me dis mais en face l'intervieweur blanc il doit être complètement perdu. Enfin, tu vas se dire en fait si ça l'amuse en effet ça va durer très longtemps, alors que moi ça m'amuse pas, je veux rentrer à la maison, je partirai avant en fait. Et il y a, ouais, en fait, c'est vrai que cette figure de Tjibaou et cette joie et sa propension à faire des blagues, parce que tous ses anciens compagnons de lutte me racontaient ça aussi, enfin que c'était à la fois donc quelqu'un qui était donc quelqu'un dont les frères, les oncles, etc. ont été assassinés par des militants loyalistes dans les années 80, quelqu'un qui a décidé de faire le choix du pardon malgré tout et de discuter avec les loyalistes et de faire des compromis, de céder même des choses aux loyalistes en disant que la paix de l'archipel était plus importante. Donc cette figure hyper impressionnante. Et ses anciens compagnons de lutte me disaient aussi, oui, et parfois il appelait à 3h du matin juste pour faire une blague. Et j'avais envie qu'en fait le trio qui porte les enjeux politiques porte aussi une envie de jouer avec les choses, une envie, en fait, à la fois une capacité à mourir pour la cause tout en prenant jamais le monde au sérieux. C'était ça que je voulais créer. On dit souvent, on lit de vous que vous faites de la littérature engagée.
Moi, j'ai l'impression, à avoir lu pratiquement toute la douzaine de vos bouquins pour préparer la rencontre, que bien sûr vous êtes une autrice engagée, mais que votre engagement principal, là où il s'articule, c'est vraiment dans les représentations, des nouvelles représentations que vous proposez, quitte à déjouer les attentes des lecteurs et des lectrices, quitte à les frustrer aussi, parfois peut-être les fâcher, peut-être même fâcher des critiques ou des éditeurs. Dans Frapper l'épopée, c'est peut-être pas... Enfin, vous dépliez énormément de personnages dans plein de dimensions. Les personnages existent Tasse, elle existe jusque dans l'intérieur de son sac à main, par exemple, dans son porte-clés. Vous décrivez comment est-ce qu'elle agence ses clés dans son porte-clés. Et ce sont des éléments qui ne sont pas forcément utilitaires. Ils sont là pour accrocher de l'épaisseur au personnage, mais en fait, il n'y a pas de technique, alors que vous êtes scénariste aussi, de pay-in et de pay-off, où on sème des graines au début, qu'on sait qu'on va moissonner à la fin. Ça, c'est des choses auxquelles vous ne vous pliez pas forcément. Est-ce que c'est là aussi que se situe votre engagement ? La question un peu alambiquée, peut-être. Non, elle est super, mais il y a plein de... Il y a plein de points d'entrée dans la question et j'ai envie de tous les prendre et je ne peux pas tous les prendre à la fois. Donc il va falloir que je les ordonne. D'abord dire oui, il m'arrive de prendre le risque de décevoir les lecteurs et les lectrices, mais c'est jamais un but. C'est-à-dire que non mais en réalité je connais des auteurs et des autrices qui disent enfin franchement en fait si vous vous emmerdez en lisant mes livres c'est parce que vous êtes cons. Enfin en fait c'est votre faute parce que moi j'ai produit une œuvre extrêmement raffinée et qui si vous aviez le niveau vous régalerait comme jamais vous n'avez été régalé et du coup, pour moi, c'est pas ça, c'est jamais ça l'idée. Je me dis pas en fait, ah oui, je vais aller très loin et puis qui est assez bon me suive. C'est vraiment quelque chose où je me dis, ok, je voudrais essayer de déplacer quelque chose qui ait une expérience hyper répandue de lecture. Et donc, si jamais je déplace ça, est-ce que on va aboutir forcément à de la déception ou est-ce que le fait de se rendre compte qu'on avait telle ou telle attente et qu'en fait elle n'est pas remplie et qu'il y a autre chose qui est proposé, est-ce que ça peut provoquer un plaisir similaire au plaisir premier mais en étant différent ? Je pense donc notamment à Comme un empire dans un empire où quand je construis en fait une narration croisée entre un personnage masculin et un personnage masculin et un féminin. On s'attend à ce qu'ils couchent ensemble. Bah ouais. Et en fait, je me dis, c'est assez marrant de savoir que nos pensées de lecteurs et de lectrices reconnaissent cette forme-là et déroulent déjà l'histoire qui va suivre. Et que si on sort de cette histoire, en fait, on provoque un bug. De la même manière, si on pose les jalons de quelque chose qui ressemble à une intrigue d'espionnage et que on ne trouve pas le coupable et que même on abandonne la recherche du coupable à un moment, il y a un bug. Alors que par ailleurs, on sait que c'est ce qui se passe généralement, en fait que dans nos vies, il y a plein de choses comme ça dont on n'aura pas la solution parce que justement c'est pas des romans et que les gens qui pourraient avoir la réponse, c'est-à-dire je sais pas, la personne qui a volé notre portefeuille, elle sait très bien qu'elle a volé notre portefeuille, mais comme elle va pas nous le dire, nous on le saura jamais, donc il y a quelque part une personne qui sait qu'elle a volé notre portefeuille et qui ne sait pas quelle a été notre douleur et nous on a notre douleur et pas l'identité de la personne et ces deux mondes ne communiquant jamais, ça fait pas d'histoire. Et donc de dire tiens mais si j'essaye de pas réunir de force des bouts comme ça, si j'essaye de laisser flotter, qu'est-ce qui reste et si j'essaye de dire, ok, donc le personnage de Elle et le personnage de Antoine ne vont pas vivre une grande histoire d'amour, mais qui a dit que c'était la meilleure des relations ? Est-ce que c'est pas déjà fou de se faire un ami ou une amie sur qui on peut compter quand tout est en train de se barrer en morceaux, quand on sombre dans un gouffre dépressif ou qu'on ne sait plus quoi faire de sa vie, genre, est-ce que c'est pas quelque chose de merveilleux d'avoir rencontré une nouvelle personne et de pouvoir lui parler toute la nuit, même si personne ne se roule des pelles à la fin de la nuit? Est-ce que c'est quand même pas beau? Et donc pour moi, des questions comme ça,
elle suscite un autre plaisir. Mais j'ai vu évidemment que par exemple sur ce roman-là, il y avait des gens qui étaient très déçus qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. Oui, j'ai même vu des critiques qui disaient que c'était dommage parce qu'en fait les histoires ne s'entrelaçaient jamais. Oui. Et si, bien sûr que si, sauf que c'est pas à l'horizontale. Oui. Et là on arrive à un autre problème qui me fait mal d'ailleurs. Donc je le fais pas pour faire la maline, ce genre de truc, parce que ça me fait mal quand je vois que les gens pensent que je voulais faire une histoire d'amour et que j'ai raté mon coup. C'est-à-dire, il y a de manière très franche, je lis des critiques en effet qui disent que on voit ce qu'elle essayait de faire et puis elle l'a pas mené au bout. Mais écoutez, est-ce que vous avez une idée d'à quel point c'est simple de faire s'embrasser deux personnages? Ça me prend 16 frappes sur un clavier. Donc c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire autre chose. Mais voilà, du coup ça passe pour de l'incompétence. Je me permets de rebondir quand même parce que je vous ai entendu dans un podcast dire que vous ne faisiez que très peu de scènes de sexe parce que vous étiez très mauvaise en scènes de sexe. Absolument, c'est pour ça que je parlais vraiment de faire une phrase en disant juste qu'ils s'embrassaient et mettre 3 petits points pour les sucres. Mais d'ailleurs, dans Frapper l'épopée, il y a une scène de sexe qui commence et puis pétard mouillé, quoi. Ouais, chacun rentre chez lui. Bon, alors à la fois, je sais qu'on dit qu'il faut sortir de ces zones de confort, etc. Mais vraiment, en fait, il y a aussi des trucs où je me dis quand on sait qu'on n'est pas doué pour écrire un truc, autant ne pas l'imposer aux gens, quoi. Et je vous assure, je bosse sur la question des scènes de sexe. Tous les 1 ou 2 ans, je me refais un petit exercice pour voir si par hasard, j'aurais pas amélioré mon niveau, si c'est pas moins gênant que quand j'avais 14 ans, et c'est jamais moins gênant. Et du coup, voilà. Et pourquoi c'est gênant? Alors, vous avez vu Nicolas Mathieu qui a essayé de refaire Bruno Le Maire, qui est la scène du renflement brun dans le livre de Bruno Le Maire. Vous avez vu passer cette histoire? Non, j'ai pas vu passer cette histoire, mais... Non, mais il y a un peu des combats de coq entre il a fait une nulle scène de sexe, moi je vais en refaire une meilleure, alors qu'en fait elle est juste beaucoup plus intellectuelle avec des mots compliqués, mais c'est toujours une bête scène de sexe un peu plate, quoi. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème. Enfin, à chaque fois qu'on écrit, on écrit avec toutes les bibliothèques passées et tout le paysage littéraire dans lequel on s'inscrit au moment où on le fait. Et c'est vrai qu'en fait, toute la littérature érotique et pornographique que moi j'ai pu lire dans ma vie, elle est quand même très centrée sur des pénétrations qui sont faites par des mecs. On est dans ce que je raconte dans Je suis une fille dans histoire, c'est-à-dire on est dans des histoires de mecs qui font des trucs. Et du coup, on arrive, à cette idée qui a à la fin je pense que c'est à la fin de King Kong Theory que Virginie Despentes, elle dit finalement, en fait, les mecs se trouvent beaux entre eux quand ils baisent. Et les mecs regardent des pornos pour voir comment d'autres mecs baisent, des femmes certes, pour prétendre qu'ils sont pas homos, mais quand même c'est eux qui se trouvent beaux quand ils baisent. Et je me dis du coup peut-être qu'il y a un rapport qui est très très particulier à ça, auquel j'appartiens pas. Et c'est pas du coup ce serait pas une écriture de la performance que je voudrais faire autour de ces scènes-là. Mais en même temps, j'ai pas envie de tomber sur les sortes de juxtapositions d'images qui finissent toujours par arriver à quelque chose d'affreux. En fait, à force de partir d'une métaphore, de rebondir sur une autre, de bifurquer par une troisième, etc. On arrive à un truc qui est le blob, quoi. Là, pour un texte de commande, je regardais il n'y a pas longtemps à nouveau tous les lauréats du Bad Sex in Fiction Award. Je ne sais pas si vous connaissez ce prix. Je crois qu'il s'est arrêté maintenant, mais pendant une quinzaine d'années, il y a eu une bande de journalistes et de critiques littéraires qui récompensaient les pires scènes de sexe dans les fictions de l'année. La France en a gagné quelques-uns, et notamment Didier Decoing, notre président de l'Académie Goncourt, qui est le dernier Français à l'avoir eu pour une comparaison.
vous vous rendez compte que vous n'aurez pas le Goncourt si vous poursuivez cette phrase. Ce sera dans le texte que je vais publier bientôt, donc advienne que pourra. Et il le sait qu'il a reçu cette récompense, c'est pas moi qui l'invente. Qui doit finir par, après une sorte de truc, énormément de fluide, de chaleur, de couleurs vives, etc., par le personnage féminin qui, empoignant le sexe de son amant, a l'impression de malaxer un petit singe qui aurait rentré ses pattes et ses pieds. Et ça n'a plus aucun sens. En fait, ça n'a plus aucun sens du tout. Et je crois que j'ai hyper peur de produire ça si je m'obstine. Mais revenons-en à l'engagement, peut-être. Oui. Que disions-nous ? Votre engagement pour des récits qui ont des formes différentes, pour des personnages qui ont des formes différentes, qui ne se rencontrent pas forcément à l'horizontale de la manière dont on s'attend, c'est quelque chose que vous avez en tête quand vous écrivez quelque chose, j'imagine. Oui, en fait, l'idée, c'est que... Donc évidemment, je pense que moi, quand j'arrive dans l'écriture, se pose la question aussi de qui est représenté dans le champ littéraire, qui est représenté dans le roman français, et qui j'aurais envie de voir représenter, qui m'a manqué en fait dans la cohorte des personnages qui m'ont accompagné tout le temps. Et après cette question-là, en fait, se pose une deuxième question qui est si je dis, il m'a manqué des personnages de femmes qui aient des enjeux autres que des enjeux amoureux. Il m'a manqué des personnages d'arabes en France qui soient pas des dealers et pas des femmes qui vont être mariées de force par leur grand-père, par leur grand frère, plutôt islamiste violent. Il m'a manqué, mais en fait, si tous ces personnages qui m'ont manqué, je les place uniquement dans des formes narratives qui leur donnent le droit d'exister que si elles sont exceptionnelles, je reproduis aussi quelque chose qui est une violence politique. C'est une violence politique qui s'exerce dans la sphère de la fiction, mais qui s'exerce quand même. Et donc trouver des manières de raconter qui laissent la place à d'autres existences. C'est-à-dire, en fait, ça me va pas juste d'avoir un Sherlock Holmes femme ou un Sherlock Holmes arabe, parce que Sherlock Holmes, il est au-dessus de tous les autres. Et je le dis avec tout l'amour du monde, puisque j'ai passé une grande partie de ma vie de lectrice amoureuse de Sherlock Holmes. Donc c'est pas du tout une critique contre lui, mais il y a un truc où ce genre de personnage, dont l'intelligence est tellement hors du commun, la rapidité est hors du commun, et en plus il boxe, et en plus il fait du violon, et en plus il parle 50 langues, et il y a un truc où tu dis oui, là dans ce cas-là on peut le remplacer par n'importe quelle minorité. De toute façon, ce que ça dit, ce que ce livre dit, c'est que les personnes ordinaires, elles sont pas dignes d'être racontées, et qu'on n'aime que ce qui nous dépasse, avec tous les problèmes de justice sociale que ça entraîne, et de justice sociale narrative que ça entraîne. Donc si on veut donner des places à d'autres formes de vie, on abandonne certains aspects du schéma narratif, on abandonne certains types de héros, et on essaye de trouver autre chose, mais encore une fois, en prenant le risque de décevoir, mais en voulant jamais le faire, en se disant que le but est toujours à la fin qu'il y ait une joie plus grande, et aussi dans ces rencontres nouvelles, dans ces reconnaissances nouvelles, qu'il y ait quelque chose qui soit de la joie de lecture. Et aussi, ce que vous proposez, c'est carrément... Alors, le mot sera peut-être pas le bon, mais vous me corrigerez. Vous corrigez certaines histoires qui ont été fondatrices pour vous, comme le roman Martin Eden de Jack London, qui est un livre formidable, mais qui est un livre dont il faut quand même traverser un tunnel d'une centaine de pages profondément misogyne et raciste, avant de tomber sur une histoire vraiment formidable, mais d'un marin viril qui, ayant sauvé dans une bagarre un homme issu d'une classe sociale supérieure, décide lui aussi de faire effraction dans une classe sociale supérieure, et pour cela écrire des livres. C'est un livre que vous aimez beaucoup, donc déjà j'aimerais connaître votre rapport à ce livre, et c'est un livre que vous avez dont vous avez décidé de proposer une sorte de refaisage, où ce serait plus Martin Eden le héros, mais ce serait Eden, une jeune femme noire qui évolue dans un monde où il n'y a que des femmes et qui va donc logiquement aimer une autre femme. Expliquez-nous un peu tout ce processus de translation et
de correction? En fait, c'est une pièce de théâtre. Hein. Oui. Ouais, c'est ça, il fallait le préciser. Le processus, il est tâtonnant, en fait, et il se fait petit à petit. Il n'y a malheureusement pas de grand événement que je pourrais raconter en disant « et là, je prends la décision de faire ça parce que » et où ça engloberait tout. En fait, donc il y a Martin Eden, qui est ce roman, en fait, qui est un des seuls romans qu'il y a dans le bungalow de ma famille où je vais en vacances tous les étés quand je suis petite. Donc à partir d'un certain âge, je ne sais pas, peut-être 11-12 ans, je commence à lire Martin Eden et je relis Martin Eden tous les étés et j'adore cette histoire. J'adore cette histoire parce que c'est dans cette tentative d'entrer dans la classe sociale, dans la bourgeoisie, dans la tentative d'entrer dans le monde de l'art, de la culture. Il y a une vraie dimension de roman d'apprentissage avec quelqu'un qui enchaîne aussi les erreurs. Les bourdes les plus grossières, il les fait. Et du coup, je pense que pour moi, qui suis en train de grandir, il y a un truc ça réplique vraiment cette chose-là, enfin, cette peur de ne pas savoir faire comme font les adultes et qu'on va me griller quoi que je fasse, donc il y a ça, voilà, devant le bibliothécaire, il dit des trucs, il se fait reprendre dans les dîners avec les universitaires, etc. Donc il y a une dimension très tendre et même un peu drôle dans le livre, et il y a la dimension aussi qui est beaucoup plus brutale et beaucoup plus violente, qui est, en fait, c'est un pauvre qui ne peut pas décider du jour au lendemain qu'il va prendre son temps de vie pour écrire, et donc il se retrouve à devoir négocier un peu tous les temps à la fois pour pouvoir gagner de l'argent en ayant des postes qui sont physiques, qui sont éreintants, en passant ses nuits à écrire, en jouant avec la petite marge qu'il a, c'est-à-dire en allant mettre au clou, au mont-de-piété, ses quelques possessions, en les retirant quand il y a un peu d'argent qui rentre. Et c'est aussi un livre du coup de l'épuisement physique dans le silence. Après, London lui donne une trajectoire, un succès, etc., qui va aussi payer cher, mais je m'arrête là au cas où vous ne connaissez pas l'histoire. Parce que ça aussi, vous arrêtez là, mais il faut dire aussi que vous corrigez la fin de Martin Eden. Non, c'est la même dans la pièce et dans le roman. Ah ouais ? Ouais. Ah, moi j'avais l'impression que dans le roman... Alors on va pas vous en dire plus. Alors c'est plus subliminalement amené, je pensais. Non. D'accord, j'ai mal lu. Non. Très bien, voilà. Pardon de vous avoir interrompu. On discutera des détails après. Mais oui, donc London lui donne en fait un succès qui tout à coup lui tombe dessus par l'intermédiaire en plus de quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il aurait été tout à fait possible, il aurait même été plus probable que Martin s'obstine, se tue à la tâche et que personne n'en sache rien. Parce qu'en fait, personne ne l'attend, parce que en fait, même personne n'a envie qu'il soit là quand il débarque. On lui dit, mais enfin, on a c'est complet. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, j'avais très envie de reprendre cette histoire, parce qu'en fait, à chaque fois que je la relis, je la trouve très juste sur beaucoup de situations sociales, sur le classisme dans le monde de l'art, sur beaucoup de choses, et sur cette histoire d'amour qui est en fait un amour complètement passionné au début et qui finalement après devient une sorte de réalisation que ce que Martin aime chez Ruth, c'est absolument pas la personne, c'est tous les marqueurs sociaux et culturels qu'elle a acquis sans même avoir rien à faire, parce qu'en fait la bourgeoisie les donne, mais qui sont pas des traits de sa personne. Elle est cultivée, mais pas parce qu'elle aime plus que ça les œuvres d'art. Elle est cultivée parce qu'il y en a partout autour d'elle et qu'on l'a formée à ça. Elle est fine et gracieuse parce qu'elle n'a jamais eu à faire un taf manuel. Elle joue du piano parce qu'elle a dû le faire. Voilà, il y a toutes ces choses. Et finalement, malheureusement, il s'aperçoit qu'elle est plutôt d'une étroitesse d'esprit qui défend ses intérêts de classe et qui ne correspond absolument pas à cette vision splendide et lumineuse qu'il a pu avoir au début. Et
j'avais envie de raconter tout ça pour d'autres choses encore. Je trouve que ça raconte de manière très belle une trajectoire de transclasse qui veut pas abandonner ses amis et sa famille de départ, et qui se retrouve parfois malgré lui à devoir le faire. C'est-à-dire, il y a un moment où, par exemple, il prend conscience qu'il n'arrive plus à boire de la piquette dégueulasse, qu'il voudrait en fait aller boire de la mauvaise bière et du mauvais vin avec ses potes quand il l'invite, et que en fait, il peut plus, ça lui fait mal à la tête, ça lui fait mal au ventre, et en fait, il est triste de ça. Il y a ce truc de se dire, j'aurais jamais dû commencer à boire du bon alcool. Parce qu'en fait, maintenant, il y a une frontière évidente entre moi et les copains. Et voilà, c'est des choses comme ça que je trouve assez tendres dans la manière de les raconter. Mais comme vous l'avez dit, c'est en même temps un livre que je ne peux pas tout à fait conseiller sans mise en garde, parce que c'est aussi un livre qui va raconter que, en fait, oui, les hommes sont des créateurs, les femmes, au mieux, elles sont des muses, elles ont mal à la tête, mais genre une moitié de l'année. Du coup, elles défaillent un peu. Elles ont tout le temps besoin de s'appuyer sur quelque chose parce qu'elles défaillent. Et c'est extrêmement pénible. C'est-à-dire que ce livre est à la fois ma maison, je m'y reconnais complètement, et puis je tombe parfois sur des paragraphes qui m'attrapent et me giflent en disant « tu t'es pris pour qui ?» Ici, enfin non, ici c'est pas chez toi en fait. Ici c'est que chez les grands mecs costauds qui roulent des épaules. Et donc je voulais re-raconter cette histoire en disant, en faisant une maison qui nous donnerait de la place aussi. Et en fait, petit à petit, donc j'ai commencé en me disant, du coup, je vais faire d'Eden une artiste femme et racisée. Et puis petit à petit, en fait, en commençant à réécrire, je me suis dit, mais du coup, ce personnage, par exemple, ce personnage de Jim, qui est un des meilleurs amis de Martin, c'est génial en personnage de femme. En fait, de raconter une amitié féminine comme étant peut-être la plus solide de toutes les relations, au-delà de l'amour, au-delà de... c'est quelque chose qui est passionnant. Et puis du coup, je me suis retrouvée à essayer de bidouiller en voyant si tous les rôles, je les transformais en rôles de femmes, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et ça marchait pour tous. Et donc j'ai dit, en fait, du coup, ça se déroule dans un univers où il n'y a pas d'hommes. Et donc forcément c'est une histoire d'amour entre deux femmes, mais qui pour moi est pas une histoire d'amour lesbienne, au sens où être lesbienne c'est une sexualité minoritaire dans une société hétéro, et où là la question elle se pose pas en fait. Enfin, il y a pas d'autres personnes, il n'y a pas un autre genre, il y a qu'un genre. En fait, pour moi, c'est une sorte de tentative de dire c'est du neutre et de l'universel, sauf que c'est au féminin. De normaliser tout ça. On n'a qu'à changer la vision du neutre universel, et on n'a qu'à dire si je mets 6 femmes sur scène et qu'elles racontent une histoire et qu'il n'existe pas d'hommes en dehors, juste elles racontent une histoire qui concerne tout le monde. Tout ça, c'est lié à un constat que vous faites dans votre essai « Toute une moitié du monde », que je recommande plus que chaudement, parce que c'est vraiment un livre important qu'on peut lire et relire, souligner et ressouligner, dont on pourrait résumer le point de départ en ce constat que vous faites. J'ai été un homme tout le temps de ma vie de lectrice, puisque ce qu'on vous donnait à manger dans le corpus canonique, comme vous expliquez ça, ce sont des personnages masculins, et que donc il n'y a même pas eu de travail d'empathie spécial à faire, puisque vous n'aviez de toute façon pas le choix, nous n'avions de toute façon pas le choix. Et vous dites aussi dans ce livre, depuis des années, que ce soit en lisant ou en écrivant, c'est à propos de la fiction, je fais un petit jump thématique pour passer sur la fiction, votre rapport à la fiction. Depuis des années, que ce soit en lisant ou en écrivant, je ne manipulais plus ces histoires avec la même facilité, les histoires de fiction, avec le même plaisir. Je développais envers elles un soupçon qui allait grandissant. Ce printemps-là, le printemps du confinement, a acté qu'elle me proposait des modèles obsolètes. Je ne pouvais rien en tirer, je ne pouvais plus les appliquer au monde. Je ne voulais plus suspendre mon incrédulité, pour reprendre l'expression de Coleridge, pour elle, puisque j'allais en revenir les mains vides. Le printemps s'est terminé, le premier confinement aussi. Les questions, elles, sont restées, avec leur arrière-goût âcre. Je veux à la fois que la fiction m'arrache au monde et qu'elle m'éduque sur lui. Est-ce que les deux sont irréconciliables ? C'est en gros le sujet de ce livre, qui s'appelle donc « Toute une moitié du monde ». Alors, la difficulté de la fiction par rapport au réel, c'est que la fiction, elle doit être crédible. Et dans L'Art de perdre, votre roman le plus célèbre, il y a un élément qui, je crois, n'est
pas inventé. Enfin si, mais il fait vraiment partie de votre mythologie familiale, alors que l'art de perdre, ce n'est pas votre histoire, c'est une histoire qu'en tant qu'autrice, vous avez inventée, probablement nourrie par des choses vues, lues, vécues, entendues, mais quand même, c'est une histoire de fiction. Mais l'élément qui n'est pas inventé, en tout cas pas par vous, c'est une histoire de vice de pressoir que le personnage d'Ali, le patriarche, trouve apporté par un torrent et qui va changer sa vie. Et cet élément qui n'est pas inventé, c'est aussi potentiellement celui que certaines personnes vont peut-être trouver trop gros. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Tout le temps. Non, c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez marrant, je trouve, dans l'écriture de fiction, c'est qu'en fait, on fait un travail pour être sûr que ce soit crédible, on fait un travail de recherche et de poser des étais et de vérifier des choses qu'on ne fait pas pour les histoires qui circulent dans nos familles. Enfin, en fait, j'ai réalisé en écrivant L'Art de perdre, où je m'étais donné comme consigne d'incorporer les quelques jalons quand même que j'avais dans mon histoire familiale trouée. Et j'ai réalisé que je répétais des histoires que j'avais jamais vérifiées, dont j'avais jamais vérifié la crédibilité. Et c'est au moment de les écrire que je me dis, mais personne va jamais y croire, alors que tout le monde y croit dans ma famille. Mais parce que ça passe par le biais du livre, tout à coup, si je dis, oui, mon grand-père a fait fortune parce que un jour, il a récupéré dans le torrent une vis de pressoir qui a été amenée par le courant, et du coup, comme ça, il a pu faire son presse-olive. Pour la première fois, en l'écrivant, je me dis, mais elle appartenait à quelqu'un, en fait, cette vis de pressoir. Mon grand-père l'a juste pas rendue. Et c'est pas du tout l'histoire merveilleuse de richesse apportée par les flots qu'on a racontée dans ma famille depuis que je suis toute petite. Du coup, ça n'a aucun sens. Et oui, une autre histoire que j'aime bien sur les trucs qui sont pas crédibles, c'est un lecteur qui m'a écrit une lettre après avoir lu L'Art de perdre, donc qui a envoyé la lettre à Flammarion. Et dans la lettre, il expliquait que vraiment, enfin, il avait beaucoup aimé le livre, surtout les deux premières parties, mais que par contre, il devait me dire que la troisième était vraiment pas crédible, parce que le personnage de Naïma était absolument pas crédible, en fait. Il voyait ce que j'avais voulu faire pour raconter une belle histoire d'intégration, mais que une femme qui ait eu ce père-là et ces grands-parents-là puisse avoir fait des études, fumer, boire de l'alcool et ne pas être mariée, c'était quand même pousser le bouchon un peu trop loin. Et moi, j'étais avec mon verre de vin et ma clope, en train de lire sa lettre, en train de me dire, pas un jour, quand même, j'existe, Jean-Michel. Et j'ai aucun autre argument. En fait, j'aurais jamais pensé être attaquée sur ça, en fait, qu'on me dise que la partie la moins crédible de mon livre, c'est la seule dont je sois à 100% certaine. Et que j'ai documenté pendant 39 ans, ça me fait beaucoup rire. Dans L'Art de perdre, on rencontre Ali, Hamid et Naïma, trois personnages en quête d'un pays, au sens propre, mais surtout au figuré. Ali, paysan kabyle prospère dans l'Algérie des années 50, a trouvé donc ce pressoir, ça l'a rendu riche. Il n'a pas cru, Ali, que la puissance coloniale française allait être défaite, ou en tout cas pas comme ça, il ne s'est pas dressé avec vigueur contre elle. Il a composé, Ali, c'est ça qu'on peut dire de lui aussi, et il a quitté l'Algérie avec sa famille quand il a été considéré comme un traître. Je voudrais vous faire lire un extrait que je trouve magnifique, en fait, de l'Algérie qui s'éloigne, enfin, ou de lui qui s'éloigne, on ne sait pas. Le bateau recule lentement dans les eaux du port. Vient alors à Ali l'image étrange d'une corde attachée à l'arrière de l'énorme ferry et reliée à la côte, de sorte qu'au fur et à mesure que le bateau s'éloigne, c'est tout le pays qui est entraîné lentement mais inexorablement dans la mer. La cathédrale et la Casbah, la grande poste, le jardin des plantes, puis l'intérieur des terres qui se fait tracter à son tour et vient disparaître dans les vagues. Médéa, Bouira. Une embardée tire sur la corde un grand coup sec, Biskra et Gardaïa plongent à leur tour, puis Timimoun et le sable du désert qui s'écoule de la plaie ouverte par le ferry en partance. Tout le Sahara, grain par grain, disparaît dans la Méditerranée. C'est un roman qu'on peut lire un peu comme une course de relais, avec le relayeur. Celui qu'on lit ensuite, c'est Hamid, le fils d'Ali, qui ne veut plus de l'Algérie, dont l'Algérie ne veut plus surtout.
mais à qui la France fait un accueil, disons, peu empressé. Puis il y a le personnage avec lequel on entre et sort de cette histoire, c'est Naïma, cette jeune Parisienne qui se demande quelle pièce manquante de son identité constitue cette espèce de pièce de puzzle qu'est ce pays manquant. C'est un livre essentiel, je pense que à peu près tout le monde ici dans cette salle l'a lu. C'est une expérience très très forte de littérature, mais aussi d'empathie. Près de 10 ans, je crois, après la rédaction de ce livre, en tout cas après la première phrase, quel regard vous portez sur lui aujourd'hui? Le livre est sorti en 2017, donc j'imagine que vous l'avez porté des dizaines d'années auparavant, mais qu'il a été rédigé il y a environ 10 ans. Encore une fois, c'est une réponse qui peut être très vaste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre dont le succès m'a fait peur parce que j'ai cru que j'allais être enfermée dedans. Et ça pourrait être pas très grave, mais en fait, ce que je visualisais dans le fait d'être enfermée dans l'art de perdre, c'était de devoir reproduire en permanence des histoires algériennes, alors que finalement, ce sur quoi j'avais écrit au départ, c'était une absence d'Algérie. C'était un pays manquant, et donc je me disais, mais j'ai passé si peu de temps dans le pays de ma famille paternelle, j'y connais si peu de choses, je vais pas commencer en fait à produire des histoires qui se passeraient là-bas, ou à faire semblant que ce pays il a existé de manière simple pour moi. Enfin, du coup, je l'ai fait tomber grain par grain dans la Méditerranée en écrivant le livre. Il y a un truc de la disparition de ce pays, et donc j'avais pas envie que ça devienne une folklorisation de mon écriture, parce que j'avais vu que cette chose-là, elle avait plu. Donc je l'ai un peu détesté par moments. Je pense ce livre, je l'ai relu quelques années après l'avoir publié, parce que aussi les gens m'en parlaient avec une telle émotion que j'avais l'impression d'avoir réussi une sorte de chef-d'œuvre absolu, et du coup évidemment ça pourrait pas se reproduire, et donc je l'ai relu, oui, je sais pas, 3-4 ans après, et puis ça m'a rassurée. J'étais genre non, mais non, c'est juste un livre de moi, ça va. Je vois comment il est fait, je vois ce que j'aurais pu mieux faire, il s'est pas passé quelque chose, voilà, les cieux se sont pas ouverts pour que tout à coup l'inspiration m'atteigne, et je sais pas ce qui m'a pris, j'étais en transe et j'ai produit quelque chose que je pourrais plus jamais refaire. Non, c'est un livre de moi, avec tous les défauts et en même temps les qualités, parce qu'une autre des choses qui crée ma relation à ce livre, c'est que j'ai toujours pensé que je l'écrirais plus tard dans ma vie. C'était le roman de la maturité. De la maturité. Ouais. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai senti l'envie de commencer à l'écrire, et c'est aussi le moment où j'ai quitté Paris, je me suis installée en Bretagne, donc j'étais toute seule chez moi à la campagne, j'avais beaucoup de temps pour lire, pour écrire, et je disais à mon éditrice en même temps, je signerai pas de contrat, parce qu'en fait, à mon avis, je vais m'arrêter, et puis je le reprendrai dans 10 ans. Et en fait, je me suis jamais arrêtée. C'est un livre que j'ai écrit assez facilement, et en ayant l'impression que mon écriture s'était considérablement assouplie dans les 10 années qui s'étaient écoulées. Il y avait vraiment quelque chose qui était agréable dans la fluidité de ça. Et après, c'est comme les langues étrangères, c'est-à-dire on fait un bond qui est grisant, et puis après on se retrouve pendant des années sur un putain de plateau. Et c'est dur. Et je crois qu'il y a eu ça aussi, c'est-à-dire après... À l'intérieur de l'écriture du livre, il y a eu un plateau, non? Non, juste après. Ah oui. Juste après. Donc, Et ça se manifestait comment, ce plateau? Eh ben, l'impression que... en fait, j'avais des envies qui étaient presque détachées de la technique. Je me disais, je voudrais faire un passage qui produit ça, et rien se manifestait sur la technique à employer pour produire cet effet. Et j'avais beau en essayer 7 ou 8, c'était toujours vraiment comme une étagère Ikea mal montée, quoi. Où au final, on était là, genre oui, je vois l'idée, mais je crois que ça tiendra pas vraiment la route ni les années. Ouais, cette impression que
chaque phrase ou qu'elle est trop éclairée. C'est comme quand on se voit avec une mauvaise lumière et qu'on voit tous les pores de notre peau dans le miroir. Quand on se dit, ça aurait été plus sympa avec une petite lumière un peu plus jaune, des couleurs chaudes. Et j'avais ça, quoi. Toutes mes phrases étaient vraiment en pleine lumière blanche, un peu moche, avec ce truc de... genre, ce mot, c'est pas exactement ce que je voulais, mais en fait, le mot que j'avais en tête, en fait, c'est un mot anglais, il n'existe pas en français, donc je suis obligée d'avoir ça. Enfin, beaucoup de choses qui m'allaient pas. Et avec les années, ma relation à l'art de perdre, elle a encore changé. C'est-à-dire, je pense que c'est un livre que j'ai écrit en tant que fille d'eux. Et j'ai l'impression que l'héritage qu'il a eu, ça a fait que je suis devenue une sorte de daronne. J'ai transmis cette histoire-là à des générations plus jeunes, auxquelles je ne pensais pas du tout quand j'écrivais. Je pensais à ma génération, je pensais à mes sœurs et à moi, je pensais à tout ce que mon père n'avait pas dit, je pensais à tout ce que mes grands-parents n'avaient pas dit. Et en fait, en créant une histoire qui remplaçait ça, je me suis mise dans une position où je pouvais la donner aux générations d'après. Et du coup, je pense que c'est quelque chose aussi ça m'apaise. Je vais avoir 40 ans l'an prochain. Il y a un truc où je me dis, je suis passée en daronie. Mais donc vous ne vous sentez pas lestée par le poids de ce succès immense et de ce symbole immense aussi que vous êtes malgré vous devenu? Non, mais par moments, je souffle très fort en roulant des yeux quand on me parle de ce livre-là au mauvais moment. Où il y a des moments, voilà, il y a des moments qui ne sont pas des bons moments pour ça. Quand je présente autre chose, par exemple, c'est un peu embêtant quand on vient me parler que de ça. Ou quand je suis avec des amis, ou quand je suis dans la file d'attente des toilettes d'un festival. Ne venez pas me parler de la guerre d'Algérie. Parce qu'en fait, c'est pas juste l'art de perdre le problème, c'est tout ce que l'art de perdre oui, vous êtes une référente sur l'Algérie. Ouais, c'est qu'en fait, ça entraîne des histoires qui sont très compliquées. On parlait, avant d'entrer sur scène tout à l'heure, on parlait de l'entretien que vous aviez mené avec Neige Chino et de la peur qu'il y a quand on reçoit en fait, l'autrice de Triste Tigre, que les gens qui lui parlent d'histoires qui sont toujours, en fait, toujours terriblement lourdes. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai juste ce petit truc-là de me dire par moment, toute personne qui commence une conversation en me disant « j'ai beaucoup aimé l'art de perdre », peut arriver dans la phrase d'après à me raconter l'histoire de ses morts. Et du coup, je pourrais plus m'échapper parce que c'est trop sérieux de se voir confier des morts, mais en même temps, par moments, j'ai pas les épaules. Donc voilà, s'il reste 8 ans après quelque chose de pesant autour de ce livre-là, c'est ça. Mais je vois aussi tout ce que ça m'a apporté d'assez fou, en fait. Et dans toute une moitié du monde, je pense que c'est dans ce livre-là, vous dites que, enfin, vous déplorez à demi-mot que ce qui vous avait permis d'accéder à un statut d'autrice reconnue a finalement assez peu trait à la littérature et beaucoup trait au sujet. Oui. Oui et oui et non, en vrai. C'est-à-dire que quand je regarde ce que j'avais fait pour écrire toute une moitié du monde, c'est quand je regarde les articles qui ont été publiés sur l'art de perdre au moment de sa sortie, il y a toutes ces formules, ces poncifs un peu genre Alizé Mitterrand, leur dignité au harki. Je me suis dit, si ça coûte que un livre, on aurait dû le faire plus tôt. Où en fait la chose qui a l'air plaisante pour tout le monde, c'est que je prends le relais
là où il y a une déficience dans la politique de l'État français. C'est-à-dire, il y a un truc qui n'est pas assez enseigné, il y a un truc qui n'est pas assez documenté, pas assez transmis, et donc je fais un livre qui joue cette courroie de transmission-là, en fait, qui est l'étape de vulgarisation, parce que les travaux des historiens et historiennes, ils existent, et ils sont merveilleusement fournis, en fait, mais tout le monde n'a pas forcément envie de lire un ouvrage universitaire. Ça peut être l'écriture académique, elle n'est pas forcément agréable à lire, etc. Et donc la fiction permet aussi de faire une transmission plus grande. Et donc oui, je dis dans toute une moitié du monde, c'est vrai que c'est une manière pour une femme autrice, en règle générale, de gagner ses quartiers de noblesse, parce qu'en fait, dans le combat pour être des artistes du langage, on perd assez facilement derrière les hommes parce qu'on a plusieurs siècles de c'est eux les génies et pas nous. Et donc, en revanche, là où on veut bien nous laisser une place, c'est pour amener un sujet qui n'a pas été traité. Et pas n'importe quel sujet. Hein, et pas n'importe quel sujet. Mais après, une des choses aussi, en fait, je savais que ça allait arriver, cette réception-là, et moi j'avais dit à mon éditrice, du coup, je veux faire un livre qui pourra pas être nié comme roman. Genre, je refuse que des journalistes non concernés aillent classer ça en témoignage, en se disant que c'est forcément mon histoire et l'histoire de ma famille, puisque je suis moi-même kabilo-normande et que machin, et donc je vais mettre des marqueurs qui seront des marqueurs que eux reconnaissent comme des marqueurs de littérature, et ils seront obligés de les accepter. Et la taille du livre, elle est un peu sur ça aussi, c'est-à-dire il y avait ce truc de c'est-à-dire comme les gros romans de société américains qui font date, et j'étais là genre je vais faire un gros roman de société, ça fera 500 pages, ça pourra pas être balayé comme ça en disant oui c'est l'histoire de sa famille, genre même le porter ça leur fera mal aux doigts, donc il y aura à réfléchir pour les classements, et on en revient aussi, voilà, où le jeu de la romancière, c'était aussi dire ça. C'était aussi dire, comme j'ai peur que vous le classiez pas vraiment comme une œuvre de littérature, j'aimerais rappeler que je suis en train d'écrire un livre avec moult techniques de littérature, et que du coup celle qui prend la parole ici est une romancière et pas un personnage. Justement, en parlant de marqueurs de littérature, je me demandais, est-ce que vous arrivez à définir votre style ? C'est quoi votre patte ? Comment vous écrivez ? C'est quoi du Alizé Niter ? Alors, sur le style. Hein. D'après la presse de droite, c'est bête, de plus en plus bête avec les années, c'est lourd, et ça ne peut plaire qu'à un étudiant non-binaire de Sciences Po avec des dreadlocks bleus. C'est un vrai article que je cite. Et moi, je sais pas. Non, mais vous serez dans un cercle d'auteurs. Bonjour, je m'appelle Alizé Niter et moi je fais. Moi, mon style, c'est. J'arrive jamais à répondre à ça. En tout cas, dans un podcast qui s'appelle Bookmaker avec Richard Guettet, vous avez dit que vous aviez renoncé il y a déjà longtemps à être une grande styliste. Et moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, alors en fait, j'y pense souvent au fait que j'ai dit ça, et je trouve que c'est pas assez précis, et que j'aurais pas dû le dire comme ça, mais de dire en fait, dans la manière dont moi j'ai appris ça pendant mes études de littérature, et peut-être que c'est pas la même chose en Belgique, et peut-être que ça a bougé aussi depuis le début des années 2000, mais on opposait quand même beaucoup les textes qui relevaient d'un travail narratif et ceux qui relevaient d'un travail sur la surface de la langue, en ayant abandonné un peu les conventions narratives anciennes, et donc tout l'héritage du nouveau roman pour la partie roman, et tout ce qui s'appelle théâtre post-dramatique pour la partie théâtre. Et je dois avouer que j'ai aussi, j'ai un peu étudié dans un contexte où on nous faisait comprendre que ce qui était beaucoup plus classe, c'était le travail sur la surface de la langue. En fait, le travail de la narration, c'était un peu un truc de conteur-conteuse, et si on pouvait le faire dans l'oralité, alors c'était pas vraiment de l'écriture. C'était un peu vulgaire. De l'artisanat versus de l'art, quoi. Ouais. Et encore de l'artisanat un peu, genre un peu cheapos, quoi, un peu, ouais.
Et j'aimais bien travailler la surface de langage aussi. C'est un truc qui m'a plu, et notamment en théâtre, parce que j'ai l'impression qu'on peut présenter quelque chose qui s'affranchit plus facilement de la narration en théâtre sans perdre encore une fois, le but n'est pas de décevoir ou d'être pénible pour le public, mais donc il peut se proposer autre chose en fait dans le face-à-face avec le public et les comédiens et comédiennes, et qui peut-être rend moins nécessaire la narration, et que du coup voilà, on peut travailler la langue comme un objet, en faire quelque chose en faire quelque chose d'assez déconnecté, de raconter une histoire. Et ça m'a pris quelques années pour me dire qu'en fait, mon grand plaisir, il était dans la manière de travailler la forme de l'histoire. Que ça veut rien dire en fait, genre oui c'est une écrivaine qui raconte des histoires, comment elle les raconte, et avec quel code, et avec quelle sortie du code, et avec quelle liberté, et ça m'intéresse plus que travailler la surface de la langue. Et par ailleurs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné ce travail aussi sur la surface du langage, c'est que je ne suis pas une très bonne styliste. C'était ça que je voulais dire à Bookmaker, c'est qu'il y a un truc où c'est pas là que je peux produire les choses les plus intéressantes. Je dis pas que la question est genre où est-ce que je vais faire la différence, parce que faire la différence en littérature c'est un peu c'est présomptueux comme idée, mais de se dire là j'arrive à quelque chose que je pourrais faire, que je pourrais retravailler toute ma vie. Je l'ai avec la forme des histoires. Je l'ai moins avec la phrase, ou même quand je peux me dire ah c'est super, et puis en fait je vais ouvrir un bouquin de Maëlys de Kerangal ou d'Éric Villard et je vais me dire non, c'est comme ça en fait qu'on fait, et c'est pas ce que je sais faire. Parmi les marqueurs de votre style, je trouve qu'il y a l'utilisation d'adjectifs inattendus qu'on n'aurait pas imaginé là ou pas comme ça. Et alors je vous propose un petit instant psychanalyse pendant 2 minutes. C'est parce que j'en ai remarqué deux mots qui reviennent dans à peu près tous vos livres, très souvent. Okay. Est-ce que vous savez lesquels? Est-ce que vous les avez identifiés? Parce que là j'ai eu l'occasion, vu que j'en ai lu 11 je crois, de vraiment faire une étude. Quels sont les mots, les adjectifs qui reviennent le plus souvent chez Alice Zeniter? Je crois, je ne l'ai pas passé dans ChatGPT, c'est mon regard qui les a fait sortir. Eh bien, il y a poisseux et compliqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis, cette abondance de poisseux et de compliqué? Poisseux, ça ne m'étonne pas du tout. Mais parce qu'en fait, poisseux, il y a empoissé aussi. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est trans. Oui, ça peut tout qualifier, quoi. C'est-à-dire, des pensées peuvent être poisseuses, une attitude peut être poisseuse. L'air qui repose sur les épaules des personnages est poisseux. Absolument, les meubles qui sont collants. Je pense aussi que peut-être c'est relié à un des premiers souvenirs de vrais petits bouts de littérature que j'ai à étudier. Je pense que c'est un des bouts du Père Goriot, et où ça raconte que dans la pension, il y a ce meuble à l'entrée avec le vernis qui est collant. Et que chaque fois qu'il pose des trucs dessus, en fait, là, ça tâche les manches et les objets, si on veut lever sa tasse, il y a ce truc et de me dire c'est génial parce que je vois exactement ce que c'est, et d'avoir ce caractère-là du meuble de l'entrée qui me donne presque l'impression, moi, d'être sale. Et donc d'avoir aussi un souvenir de pouvoir créer ça, de créer une impression sensible, dégoûtante à travers le poisseux. Par ailleurs, j'aime bien la sonorité. Ça dit ce que ça veut dire, ça produit ce qu'on est censé ressentir. Et compliqué est aussi utilisé dans différents contextes. Une architecture peut être compliquée, une relation peut être compliquée, un physique. Je l'emploie aussi comme verbe, je pense. Genre une architecture peut se compliquer au fur et à mesure qu'elle monte. Non, il y a rien. Non, c'est que je me dis, il y a des choses où il n'y a pas besoin parfois que les mots soient rares pour qu'on les aime.
Et je crois que celui-là, Poisseux, il peut s'appliquer à plein de trucs, mais Poisseux, c'est quand même très précis en réalité, alors que compliqué a quelque chose de très vaste. Genre compliqué, c'est le mot que Facebook avait choisi pour définir une relation. Est-ce qu'on était célibataire en couple ou c'est compliqué? Il y a quelque chose où ça peut englober plein de choses, alors qu'au niveau des sonorités, au contraire, ça a l'air très en place, quoi. Ça fait clac, clac, clac. Et donc, c'est compliqué, mais pas d'une même manière que le chaotique. Ou le bordélique, qui est un truc où c'est du touffu, bombé. Moi, je vois les sourcils froncés quand je lis compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué en angle. Oui. C'est ça. Voilà. Exact. Et du coup, il y a plein de structures possibles. Ça peut s'agrandir et tout ça, et prendre des proportions assez dingues. Et c'est du coup, je sais pas, j'aime bien ce mot. On touche presque à la fin de cet entretien. Je voudrais lire un petit extrait de L'Art de perdre. C'est Naïma qui écrit. Elle ne croit pas qu'il existe des gens capables de produire un quelconque type d'œuvre sans recevoir de validation ni d'encouragement. Elle pense que ceux dont on admire l'indépendance créatrice et l'isolement ont simplement réussi à déplacer en eux-mêmes cette validation. Ils sont leur propre regard extérieur, ils se tapotent l'épaule en se disant qu'ils ont été braves. L'image d'elle-même fumant dans la nuit lui sert de validation plus sûrement que sa confiance en la qualité de ce qu'elle produit. Parce que dans ce qui pourrait n'apparaître que comme une posture, il y a en réalité un émerveillement de la liberté qui est la sienne, et donc un désir instinctif de continuer à l'exercer. Cette validation intérieure, vous l'avez, j'imagine. C'est vraiment... c'est une sorte de making-of qui est intégré à même le roman. Quand j'ai vu tout à l'heure qu'elle était dans les extraits que vous aviez choisis, j'étais contente, parce qu'en fait, quand je l'ai laissé, j'avais peur qu'on me parle beaucoup de ce passage-là en me disant qu'il était narcissique. Et en fait, personne m'en a jamais parlé. Et c'est la première fois qu'on m'en parle. Et en fait, oui, il y a quelque chose quand même, que ce soit pour Naïma au moment où elle est en train de rédiger ce catalogue d'exposition, ou pour moi quand je suis en train d'écrire L'Art de perdre. Oui, il y a quelque chose qui est... je ne saurais pas comment... Il y a quelque chose qu'on a gagné, c'est-à-dire d'être une femme, d'être une femme arabe en France, venant d'une famille où personne n'est artiste, et de pouvoir en fait se dire j'ai réussi à arranger ma vie de telle sorte que oui, là il est 23h ou minuit, et en fait je suis en train de finir d'écrire un chapitre qui permettra peut-être de raconter l'histoire qui m'a manqué quand j'étais adolescente. C'est une validation en soi, et c'est aussi une joie. Enfin, c'est aussi le fait de prendre le temps aussi parfois de s'arrêter et de dire ça c'est fait, quoi. Ça, personne me le prendra, et peut-être le livre derrière. Après, au moment où j'écris ça, moi, je sais pas ce qui va se passer. Et on m'a dit que c'était un sujet de niche, que peut-être ça allait intéresser 10 personnes. Mais donc il y a ce truc de dire, ok, je sais pas ce qui va arriver, mais là, au moment où je l'écris, je suis fière d'être capable de l'écrire. Rien que le fait de pouvoir l'écrire est en soi une réussite. Merci. C'est éternel, la capacité d'être son propre regard extérieur et de sentir que notre intuition est la bonne? Ou ça vous quitte parfois? Mais non, mais parfois là, ça s'effondre complètement. Non, parfois on est au sol. Et c'est pour ça aussi... c'est pour ça que moi je suis obligée de mener une existence qui est en partie solitaire, parce que je trouve que l'écriture, il y a un petit côté roulette russe, c'est-à-dire que les moments où ça marche pas, je suis pas de bonne compagnie en fait, et en fait je sais pas trop
Il y a ce truc de se dire, et je me dis, personne ne doit vivre avec quelqu'un qui peut jaillir de son bureau au bout de 6 heures en disant genre ouais, j'ai fini cette partie, j'ai dénoué ce truc, c'est super, viens, on dîne, on va boire un verre, ou sortir en disant le monde est merdique, je suis merdique, de toute façon, on n'a plus besoin de littérature aujourd'hui, donc en fait, pourquoi je suis en train de souffrir à essayer de produire un art qui est déjà mort, dans la situation actuelle du monde, en fait, comme ça c'est pénible, comme virevolte selon les degrés de réussite. Du coup, je préfère m'isoler quand j'écris. Mais c'était ça ma dernière question, justement. C'était pourquoi vous écrivez? Oui, c'est vaste. Ouais. D'abord parce que j'aime ça, tout simplement. Je fais partie. Je fais partie d'une petite portion d'écrivains, parce que je n'ai pas l'impression qu'on soit forcément beaucoup, qui dit mais c'est vraiment un plaisir. Non, je souffre pas à écrire des livres. Parfois c'est relou parce que l'écriture elle bloque, et parfois parce que j'ai l'impression que j'ai une date butoir et qu'il faut que ce soit résolu avant, mais sinon en temps normal l'écriture c'est quand même c'est du coup le nom qu'a pris le livre où il y a mon entretien avec Richard Guettet pour Bookmaker. L'écriture c'est le plus drôle de tous les jeux. C'est un truc que j'ai commencé enfant comme un jeu avec mes sœurs, que j'ai continué seule après et qui reste la chose que je préfère. Lire d'abord et écrire en deux. Donc je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que je trouve que c'est un endroit, tout à l'heure je parlais de justice sociale narrative, je pense aussi que c'est un endroit où il est possible de mener des combats pour plus de justice, plus d'égalité, plus de représentation, pour des formes moins oppressives, et que en fait c'est quand même c'est hyper plaisant aussi, ces choses-là en fait, le fait d'obtenir des victoires qui sont des libertés, et je connais pas grand-chose de plus grisant quoi. Et après, parfois, je me pose la question de la citation de Christine Angot, qui est, au fond, on écrit parce qu'on a... comprendre ce qu'on ne comprend pas, c'est ça? Non, elle dit parce qu'on n'a pas de plan B, aucun de nous est capable de devenir avocat. Et je sais pas. Je crois sincèrement que j'aurais pu faire autre chose. Je sais aussi que que j'étais en train de faire autre chose, puisque personne ne devient écrivain comme ça, ou en tout cas pas là d'où je viens. Et donc il fallait faire autre chose. Et donc je me préparais à être prof et universitaire. Et dès qu'il y a eu la possibilité de m'échapper et de faire que ça, je l'ai fait. Donc peut-être qu'en vrai, j'aurais pas pu faire autre chose. Peut-être qu'en vrai, Christine Angot a raison et que je suis nulle pour tout le reste. J'ai d'ailleurs été virée de mon job de serveuse à l'âge de 22 ans. Non, je sais pas. Il y a des moments où, bien sûr, que ça me paraît complètement déconnecté du monde. Il y a des moments où je me dis que c'est pas seulement déconnecté le problème, c'est aussi que la société, les modes de consommation culturelle étant en train de changer. Je ne sais pas quelle sera la place du livre dans 10 ans. Et en fait, je crois que ce n'est pas tout à fait mon problème. En fait, on verra bien. Et si dans 10 ans, tout le monde a arrêté de lire des livres, mais que moi, j'ai quand même envie de continuer à en écrire, je ferai ça. Et puis après, j'essaierai de devenir meilleure comme serveuse. Et, voilà. Et j'irai bosser au resto de la plage, s'ils veulent bien de moi. Merci beaucoup, Alizé Nitter. Merci.
si vous voulez, on peut prendre quelques questions, si vous êtes d'accord. On va pas les prendre longtemps, non ? Je dois donner mon micro, c'est ça. On en prend plusieurs à la fois, on les regroupe, on fait un petit paquet, et puis on les envoie à Alice qui débitera ses réponses en fonction de son inspiration. Et donc, malgré les images très matérielles et concrètes, vous le faites à la voix. Hein. Vous n'avez pas besoin de donner des petits papiers avec lesquels on fera un petit paquet. Je me disais peut-être les gens commençaient à essayer. Alors, on est aussi au balcon. Est-ce qu'il y a des questions au balcon? Quelqu'un? Non. J'ai une question par terre. Bon, je me lance. D'abord, félicitations, hein, parce que j'ai lu les 2 livres dont on a parlé ce soir et vraiment bravo. Et ma question est, quel est votre livre préféré? Dans les miens? Oui. D'accord. Alors, j'en ai une ici, une deuxième. Oui, bonsoir, merci. Moi, j'avais une question pour revenir sur cette idée que, par rapport à Frapper l'épopée, que quand vous avez découvert qu'il y avait une diaspora algérienne en Nouvelle-Calédonie, vous avez dit, voilà, ça aurait pu être mon histoire, ça ne l'est pas, mais en même temps, ça m'ouvre aussi un espace d'appartenance parce que ça aurait pu l'être. Donc, je voulais peut-être... je voulais vous demander d'un peu de parler de cette question de l'hypothèse, de quelque chose d'hypothétique comme possible sentiment d'appartenance qui donne une porte ouverte vers des histoires et vers le fait de relier des histoires coloniales entre elles. Je trouve ça super intéressant. Merci. Alors, j'en ai encore une ici. Dounia, si jamais. Bonjour. Donc j'ai une question. Je sais qu'on a parlé de pas mal d'appropriation, d'aliénation, même de transmission, par rapport à la question de l'identité. Donc à plusieurs reprises, vous avez parlé d'arabe, d'être arabe. Et donc je suis curieux de savoir c'est quoi cette notion d'être arabe en tant que kabyle, au nord-africaine, maghrébine, méditerranéenne. Est-ce que c'est pas limiter un peu justement l'identité maghrébine à cette notion-là? Je sais que souvent dans les médias, en général francophones, on limite l'identité maghrébine à arabe. Je renie aucunement la transmission culturelle ou religieuse qu'a pu transmettre le monde de la péninsule arabique. Mais est-ce que c'est pas justement renier la culture maghrébine? Voilà. Je vous laisse peut-être déjà répondre à ces questions. Alors, sur la question de mon livre préféré, je crois que j'en ai pas vraiment, dans le sens où quand j'écris, celui que je suis en train d'écrire est toujours mon préféré, parce que j'ai besoin qu'il le soit pour pouvoir l'écrire. Sinon, je me contenterais d'avoir écrit les autres. Donc là, comme je viens de commencer à écrire un nouveau livre, c'est celui-là, mais avant, ça a été Frapper l'épopée. Avant, chacun à son tour, ils ont été mon livre préféré. Ensuite, c'était la question sur les récits hypothétiques, c'est ça? En fait, je crois que pour moi, ce type de possible, c'est vraiment la meilleure manière de générer de la fiction. Dans le sens où c'est quelque chose qui ressemble aussi à un jeu d'enfant. Mais qu'est-ce qui se serait passé si et donc on peut en fait commencer en ayant une base pour dérouler l'histoire qui est une base qu'on connaît déjà et après voir comment cette variation en fait emmène ailleurs. Et là en l'occurrence, quand je travaillais sur l'histoire algérienne de la Nouvelle-Calédonie, il se trouve que
les listes des bagnards algériens que j'avais, il y avait vraiment dans les lieux d'arrestation, dans les villes ou les villages où ces hommes avaient vécu, il y avait des noms qui m'étaient extrêmement familiers, qui étaient ceux sur lesquels j'avais travaillé pendant que j'écrivais L'Art de perdre, qui étaient sur la carte de Kabylie énorme que j'avais dessinée autour de mon bureau pendant que j'écrivais L'Art de perdre. Et donc il y avait vraiment quelque chose qui disait, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'un de mes ancêtres vivant là ait connu cet homme-là qui, lui, a été emmené en bateau au bout du monde. Et du coup, s'il connaissait cet homme-là, il aurait aussi bien pu être arrêté. Et qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas passé ? C'est lui qui a été condamné et pas l'autre, sauf qu'une arrestation et une condamnation dans un cadre de justice coloniale, c'est quelque chose qui tombe facilement, c'est pas une différence énorme, et donc oui, ça fait des fils à dérouler qui sont assez fous, et d'autant plus je pense que ça part d'une chose qui est une différence minime et qui finit à deux extrémités du globe, donc il y a quelque chose qui se joue entre les deux échelles qui est extrêmement fort. Et après, se jouent d'autres choses aussi qui devraient être trop petites à mon avis pour créer de l'appartenance, ou qui sont pas si rares, mais le fait de se dire donc en fait quand moi j'arrive dans ce territoire-là, qui est un archipel tropical, le fait d'entendre des prénoms ou des noms de famille qui sont des prénoms ou des noms algériens, le fait de voir de l'arabe écrit sur certains murs, et le fait aussi, je pense, une des choses qui a fait que je me suis sentie appartenir à cette communauté de manière très forte, c'est qu'en réalité, c'est des gens aussi à qui il a manqué un pays. Et en fait, quand je parle avec eux, je m'aperçois qu'ils ont aussi reconstruit en fait, complètement dans leur imaginaire ce qu'a été l'Algérie de leurs ancêtres. Mais dans la plupart des cas, c'est un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père. Le dernier descendant direct de Bagnard, Tayeb Haïfa, il a 83 ans. Et son père l'a eu très tard, donc il a des souvenirs de son père, mais il en a pas beaucoup. Mais pour la plupart, c'est des ancêtres beaucoup plus anciens, donc ils savent pas en fait ce qu'est ce pays, et ils le fantasment, et ils se le racontent d'une certaine manière, et ils gardent des marqueurs qui leur permettent de se raconter qu'ils sont algériens. Mais du coup, ces marqueurs en fait, ils sont pas hyper classique. Enfin, par exemple, donc Tayeb, il était hyper fier de me raconter que dans le village, il pratique encore la fantasia. Donc cette course de chevaux à flanc de montagne, où quand on arrive à la ligne d'arrivée, on doit tirer un fusil en l'air et le cheval doit pas bouger. Et en fait, je me disais, mais si nous, on avait gardé ça dans les HLM où ma famille a grandi, mais ça aurait été un bordel absolu. En fait, la fantasia vient pas du tout, en réalité, ou pas seulement de leur souvenir de l'Algérie, elle vient du fait qu'ils sont arrivés dans un archipel montagneux avec des terres désertes à perte de vue, et qu'on leur a dit cultivez et faites de l'élevage. C'est pour ça qu'ils font la fantasia. C'est pas un trait algérien. Et donc quand ils me disent un peu étonnés, genre ah bon, tu fais pas la fantasia? Mais je vais faire où la fantasia? Sur mes falaises des Côtes d'Armor dans les élevages de cochons des voisins. Ça n'a aucun sens. Et donc et aussi cette chose qui est hyper étonnante, c'est du coup une Algérie qui est jamais passée par les femmes, puisqu'il y a que des hommes qui ont été envoyés au bagne. Donc une Algérie qui s'est faite dans une construction imaginaire qui exclut la langue, puisque c'est les mères qui la transmettent à leurs enfants, qui exclut la cuisine, qui exclut la plupart des histoires, des contes, etc. Donc il reste la fantasia, il reste la sadaka, il reste
Il reste quelques pratiques musicales. Et tout ça, c'est ce qu'ils appellent l'Algérie. Et en fait, moi, avec mes bribes de mon côté, j'avais aussi construit quelque chose que j'appelais l'Algérie et qui ne l'était pas non plus, qui était une mémoire passée par les camps, par les HLM. Et donc, on pouvait se retrouver là-dedans. C'est pour ça que leur histoire est pas la mienne et en même temps, elle n'est pas si loin de la mienne non plus. Et sur la dernière question, le terme arabe que j'emploie, en fait, je l'emploie pas du tout, c'est vrai, je pourrais le préciser, je l'emploie pas du tout comme une réalité ethnique ou culturelle. Je l'emploie comme la manière dont on est vu en France. C'est-à-dire, si je dis c'est plus compliqué pour une femme arabe d'arriver à faire ça, ça veut dire c'est plus compliqué pour une femme dont les gens pensent que c'est une arabe. Et je dis arabe pour ne pas employer d'autres termes qui pourraient être pensés. Parce qu'on sait aussi malheureusement que l'expérience de l'immigration, et vous avez raison sur ça, elle va appauvrir complètement les différences culturelles, les différences artistiques. En fait, on est déjà tellement étranger, tellement fragile, tellement grelottant dans le pays d'arrivée que on va peut-être avoir plus tendance à développer ses points communs avec ses voisins que les différences. Donc on va en perdre certaines, notamment donc les langues minoritaires se perdent beaucoup assez vite au profit de l'arabe dans certains lieux de regroupement de population. Et puis de toute façon, dans le regard des autres, on est l'arabe. Donc le fait de dire pardon, excusez-moi, mais moi en fait non, je suis kabyle, non, moi je suis chaoui, moi je suis ça a pas beaucoup de sens et c'est pour ça que j'ai dit à la fois arabe et arabe en France, au sens où je voulais dire qu'il s'agissait d'une situation migratoire et de la manière dont on est regardé quand on est un émigré algérien ou même une descendante d'immigrés en France. Et donc moi j'utilise arabe pour moi, alors qu'en fait je ne le suis pas, si on parle purement de peuple, d'ethnie, mais je l'utilise aussi en termes de solidarité avec les miens et les miennes, pour dire en fait si c'est ça qu'on est, je ne vais pas commencer à dire non alors pas moi, bien sûr quoi, s'il s'agit de se tenir les coudes entre nous, les personnes racisées, les personnes qui doivent porter un fait colonial dont on n'arrête pas de nous répéter que c'est du passé, alors que c'est l'histoire de nos vies, c'est l'histoire de nos parents, c'est des guerres qui ont déchiré et décimé nos familles. Bah oui, du coup, je dis arabe pour nous désigner tous et toutes, mais j'encourage par ailleurs à aller voir la diversité culturelle, artistique, linguistique, religieuse qui a fleuri en Afrique du Nord, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore une question par terre ? Ouh, 2 questions. Ok, peut-être les 2 dernières questions. Et j'en ai encore une au balcon. Ah, ok. Voilà. Pardon, qui avait la main ? Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit ce soir. J'avais une question par rapport, vous avez dit que L'Art de perdre, vous pensiez l'écrire beaucoup plus tard, que c'était le roman de la maturité. Est-ce que maintenant il y a un autre roman de la maturité qui se profile, où vous dites « Ah, ça c'est celui-là » Est-ce qu'il y a un autre sujet Et la dernière question au balcon. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. J'ai une question ça n'a pas été beaucoup abordé. J'ai écouté votre dernière interview par Victoire Toyon dans son nouveau podcast. Et donc j'ai un peu l'impression que vous avez quand même une figure féministe en tant qu'écrivaine racisée. Et donc, comment est-ce que, d'une certaine manière, vous approchez cette posture et peut-être ce symbole que vous incarnez un peu, peut-être malgré vous ou pas malgré vous. Voilà. Merci. Bonsoir. Ma question, c'était comment est-ce que vous vient le choix
d'écrire une histoire sous forme théâtrale ou romanesque, comme avec Eden par exemple? Alors je vais commencer par la fin, par la dernière question, parce que c'est ma réponse la plus rapide. Ça se présente vraiment ensemble. C'est-à-dire que je pense qu'une envie d'écrire une histoire, c'est une envie d'écrire une histoire déjà sous une certaine forme. Et donc je me dis pas, tiens, j'ai envie d'écrire ça, est-ce que ce serait mieux en roman ou en théâtre? C'est je me dis, ça ferait une super pièce de théâtre, ou ça, c'est un roman que j'ai envie d'écrire. Et donc c'est toujours assez clair dès le départ. Voilà. Alors, sur la question de mon statut d'icône féministe, non, évidemment, en fait, que ça fait partie des choses qui alimentent, qui innervent complètement ma recherche et ma pratique d'écriture. Et on n'en a pas parlé forcément en l'appelant féministe, mais on en a parlé quand on parlait de la forme des histoires, de rechercher d'autres choses, quand je parlais des nouvelles formes à donner, de ne pas reproduire uniquement des récits de vie exceptionnelle. Ça se rattache aussi à ça, c'est-à-dire en sachant que la population féminine, surtout si on se retourne un peu en arrière, c'est une population qui a manqué complètement d'agentivité, qui a été cantonnée à la sphère domestique. Comment on trouve des histoires, des manières de raconter des vies qui ne sont pas des vies héroïques, qui ne sont pas des vies à action flamboyante. Et notamment une des questions que je me pose, que se pose aussi Eden dans la pièce de théâtre, c'est est-ce qu'il existe des manières de raconter dans lesquelles la répétition n'est pas un défaut, la répétition n'est pas ennuyeuse, puisque c'est possible dans la chanson. Pourquoi ce serait pas possible dans un roman? Qu'est-ce qu'il faut déconstruire pour arriver à ça? Qu'est-ce qu'il faut proposer autrement? Et donc c'est encore, je pense, pour moi, une illustration du fait qu'il n'y a pas tant de frontières que ça entre nos mondes de fiction et la réalité dans lesquels on avance. Les combats que je peux mener au dehors et la manière en fait dont je peux lire le monde comme féministe, plutôt féministe matérialiste, c'est des choses que je vais amener aussi dans les fictions que je crée, en me posant les mêmes questions de qu'est-ce que c'est un rapport d'oppression, comment ça se décèle, comment ça se détruit, comment ça s'évite, etc. Et du coup, comment ça se raconte de manière fine. Et en fait, je pense que ça fait aussi partie des choses qui vont avec mon passage en Daronie. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, je me posais pas forcément tout à fait les mêmes questions, puis j'ai commencé à me les poser avec une intensité croissante. Et aujourd'hui, je me dis aussi en fait que c'est des choses que j'ai hyper envie de transmettre. Bon, d'abord, qui ont beaucoup plus de biais de transmission que quand moi j'ai grandi. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose qu'à la fin des années 90, mais le fait de me dire que j'ai découvert certains outils alors que j'étais déjà au milieu de ma vingtaine, j'ai envie de pouvoir les donner plus tôt à des jeunes femmes, et du coup c'est aussi une des choses qui font que je suis hyper heureuse d'être dans une position de transmission. La transmission féministe, c'est quelque chose que je trouve important et beau. Voilà. Et j'ai oublié la troisième question. J'ai délibérément oublié, j'ai fait exprès, parce que c'est une très bonne question, mais qui je pense vient parler à une de mes peurs. Non, j'ai plus de roman de la maturité prévu, mais en fait, en règle générale, j'ai déjà déraillé complètement au-delà de ce que j'imaginais que ma vie serait quand j'étais petite.
Et donc après, j'ai déraillé au-delà de ce que je pensais que ma vie d'écrivaine serait quand j'ai commencé ma vie d'écrivaine. Et maintenant, je suis sans scénario. Et parfois, je me dis que c'est génial, ce truc de roue libre. Et parfois, je me dis que c'est juste que j'ai fini, quoi. J'ai fini le script que j'avais écrit pour moi et que ça n'a plus vraiment d'importance. Mais ça c'est les mauvais jours. Ça, c'est les jours où on est au sol parce qu'on n'arrive pas à écrire. Mais voilà, non, il n'y a plus de plan pour ce que sera le grand roman de la maturité. Et peut-être qu'il n'existera pas. Merci beaucoup.